Bonsoir David Jarre. Bonsoir Jérémy. Vous êtes magicien, illusionniste, mentaliste. Merci infiniment d'être avec nous. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Vous serez le 7 novembre au BFM, c'est une très belle salle à Genève, une grande salle, il y aura du monde pour votre, j'allais dire votre nouveau spectacle, mais en fait c'est votre premier spectacle qui s'appelle Mosaïque. Oui, mon premier, c'est mon nouveau, il est nouveau aussi. Oui, il est nouveau aussi. Mais c'est aussi mon premier, mon premier spectacle, mon premier one-man show. J'aime bien dire one-man show parce que c'est un show qui mélange justement pas mal de disciplines. Il y a de la magie, on rigole aussi beaucoup, je mélange aussi de la musique et c'est très participatif. Donc voilà, c'est un show un petit peu différent qu'un show de magie classique. La scène, c'est une nouvelle étape pour vous. C'est une nouvelle étape. Ça fait longtemps que je fais de la scène dans des contextes un peu plus privés, on va dire, pour des entreprises, pour des soirées, pour des anniversaires. Mais c'est la première fois vraiment que je me présente sur scène et que je vais en fait découvrir un nouveau public qui peut venir me voir, quoi. Et ça, c'était pas forcément une évidence. Il y a eu relativement récemment la télévision. Ça aussi, c'était une nouvelle étape pour vous. On vous voit chez Michel Drucker, on vous voit dans C'est à vous, la télévision. Puis maintenant, vraiment, le public, rencontrer les gens, le grand public, au fond. Oui, je pense que c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Mais c'est arrivé à un bon moment. C'est-à-dire qu'avant, je voulais voyager, je voulais apprendre mon métier, être sûr d'explorer toutes les avenues qui m'intéressaient, qui m'inspiraient dans mon métier. Et c'était surtout la magie de proximité, qu'on appelle le close-up. Et au moment du Covid, tout s'est arrêté. Et j'ai commencé à faire Du coup, on a arrêté de travailler finalement. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Donc je me suis mis à faire des shows par Zoom, par écran interposé finalement. Et j'ai pris goût à cela. Et c'est ça qui m'a amené aussi à l'idée de faire et de proposer peut-être un truc un peu différent à la télé. Et ça fait boule de neige parce que j'ai commencé à faire la télé et je me suis dit c'est le moment aussi où j'ai envie d'aller rencontrer un public que je ne rencontre pas, le public qui vient voir des spectacles et qui a envie de sortir. On sent que chez vous, ça doit quand même mûrir, c'est réfléchi. Même la télévision, passer cette étape, on aurait dû vous pousser à faire de la télévision, c'est juste. Michel Drucker dit j'ai dû le pousser à le faire. Oui, c'est vrai, c'est que je trouve que c'est un médium. La magie, c'est particulier. C'est-à-dire que souvent, c'est présenté toujours d'une manière un peu similaire à la télé, où on a un artiste qui vient faire un tour à quelqu'un qui fait de la promo pour son spectacle ou pour son film. Ou voilà. Et je me suis dit, c'est dommage que la magie, on n'arrive pas à présenter ça de manière... que ça puisse tenir sur soi. Et d'ailleurs, je vous remercie de m'inviter ce soir parce que c'est le cas, il n'y a pas d'autre invité et c'est un artiste qui fait de la magie. Et donc, au moment où je me suis penché sur la scène et que je me suis dit, je voulais vraiment artistiquement, en fait, créer quelque chose de différent parce que la scène, on parle de soi. Quand moi, je vais dans un événement privé, si vous m'engagez pour votre anniversaire ou si une marque m'appelle pour mettre en scène quelque chose qui leur correspond, je me mets à disposition et au service de la personne pour qui je travaille. Là, c'est totalement différent. C'est-à-dire que les gens viennent et ils rentrent dans mon monde. Donc, je peux un peu exprimer et raconter ce que je veux, si vous voulez. Donc, il y a un fil conducteur, une narration dans le show, dont Mosaïque est la thématique principale. Et ça me permet en fait de pouvoir exprimer des choses différentes sur scène que j'ai l'habitude de faire dans d'autres contextes professionnels. Michel Drucker, belle relation quand même avec... c'est un monument, là on touche à la légende quand on a Michel Drucker. On touche à la légende, ouais, c'est un monument. Il m'avait demandé quand j'ai commencé, quand j'avais 20 ans, 25 ans justement, et j'avais envie J'étais pas prêt, c'était pas le moment pour moi de faire de la télé et je l'ai beaucoup remercié de m'avoir proposé et surtout je lui ai expliqué que ça n'avait rien à voir par rapport à la télé, à lui, mais plutôt par rapport au médium de la télé où j'avais pas envie de, si vous voulez, me surexposer à ce moment-là. J'avais encore envie de faire mes gammes, voyager et vraiment approfondir mon métier parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand on fait de la télé et qu'on se met sur scène, c'est que tout s'accélère. Et en fait, on perd un peu le contrôle de la manière dont on aimerait ou dont on pourrait faire son métier. C'est un accélérateur, mais ça peut être destructeur aussi. Donc moi, j'ai préféré un peu prendre mon temps, vous avez raison, peut-être d'une manière un peu plus réfléchie. Et je pense qu'aujourd'hui, ça m'a bien... C'était le bon choix, en tout cas. Alors, cette nouvelle vie, vous aimez cette exposition, justement, cette nouvelle vie, en quelque sorte parce que vous êtes très sympathique, donc oui, là, j'aime beaucoup cette exposition. Être sur le plateau avec vous, c'est sympa. Oui, mais après, il y a tout ce qui se passe à côté. Oui, il y a des contraintes. C'est vrai que... Oui, il y a tout ce qui se passe à côté.
voilà, après, il faut jouer le jeu. C'est vrai qu'on perd une certaine discrétion, une certaine forme de naturel au quotidien parfois. Mais en même temps, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, que j'ai envie de dire. Et en même temps, parenthèse quand même, vous accordez très peu d'interviews. On ne vous a jamais vraiment entendu parler de vous ou de revenir sur votre métier. Ça aussi, c'est quoi? C'est un choix de rester discret? Parce que oui, il y a une exposition, mais vous venez, vous faites votre show, en quelque sorte. Et on ne perce pas forcément le... Non, mais il y a des opportunités comme ce soir où on peut échanger et peut-être développer certaines thématiques ou certains aspects dont je n'ai pas l'habitude de parler. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde aussi dans lequel on vit, avec les réseaux, Instagram, tout ça, c'est que tout va très vite. Et donc, dès qu'on fait une apparition, il faut tout de suite faire quelque chose, flasher, dire une blague, faire un tour, faire sa chanson, et hop, et on zappe et on passe à autre chose. Et c'est vrai qu'il y a moins de moments, malheureusement, parce que je pense que ce sont aussi dans des moments comme ça où on peut approfondir un rapport et aussi, même par rapport au public, leur donner une opportunité de découvrir qui est la personne ou qui est l'artiste, plutôt que de se cacher d'une certaine manière derrière la performance. Je pense que c'est bien d'avoir un équilibre finalement. Donc on sent que vous allez vous dévoiler aussi le 7 novembre au BFM. Comment vous l'avez imaginé ce spectacle? J'ai imaginé, je voulais que ça soit très interactif et je voulais mélanger différentes formes de magie. Dans la magie, il y a le close-up, donc la magie de près, il y a le mentalisme. Souvent on parle de mentalisme comme si c'était autre chose. Moi je pense que ça fait partie de la discipline de la magie, de manière ancestrale, depuis des années, des centaines d'années. Le mentalisme, c'est l'illusion de la lecture de pensée, et c'est fait, à mon goût, pour divertir, pour entertain, comme on dit en français. Donc, je pense qu'aujourd'hui, moi, si j'étais spectateur, j'aurais pas forcément envie de voir un spectacle que d'une discipline. Parce qu'on s'est habitué à être stimulé, à voir plein de choses. Les films deviennent de plus en plus cut, montage, etc. Et donc dans ce show, je voulais une partie poétique, une partie mentalisme, une partie aussi très interactive avec le public. Donc les gens qui viennent au spectacle, finalement, créent les choix des spectateurs, définissent et créent le final du show. Donc chaque soir, le show est différent. Ah. Donc vendredi prochain, à Genève, ça sera un final qui sera différent que les dates que j'ai pu faire dernièrement. Donc les gens qui viennent vous voir, ils doivent avoir peur de monter sur scène. Il y aura des gens sur scène. Il y aura des gens sur scène, mais je les prends au hasard. Mais je les prends. Non, je les repère sur le physique. Non, pas du tout. Non, mais est-ce que vous dites, tiens, lui, il a une tête Alors, je pourrais dire ça. Le problème de ça, c'est que si je choisis, moi, le public pourrait penser que je me sers de complice. Le mentalisme, c'est tellement fort que les gens, parfois, pensent que certains membres du public sont dans le coup. Donc, ce que je fais, c'est que je jette des objets dans le public pour choisir des personnes au hasard. Donc, je prends des pétanques, une brique, enfin des objets qui font pas mal. Ouais, une boule de pétanque, ouais. Comme ça, ils arrivent avec un... Non, c'est des objets. Et comme ça, il y a un côté aléatoire. Et moi, ça me permet aussi d'être surpris parce que je ne sais pas qui va arriver sur scène. Donc ça peut être un adolescent, ça peut être une personne âgée, ça peut être un homme, une femme. Donc il y a ce goût du risque aussi. Une homme aussi. Une homme, ouais. Tout est possible. Il y a ce goût du risque chez vous. Ce goût du risque. C'est vrai que je prépare le spectacle, je l'ai construit là en psychomorphologie. C'est-à-dire psychomorphologie, c'est comment on lit la psyché de quelqu'un par rapport à sa morphologie, pour ceux que ça intéresse chez vous sur scène. Là, je regarde en bas, donc ça prouve bien que je suis en train de réfléchir, que je vais parler d'un truc un peu perso dont je n'ai pas l'habitude de parler. Voilà, ça c'est un signe, par exemple, dont je me sers sur scène, parce que quand je parle aux gens, je vois un petit peu comment ils se comportent. On s'est perdu, de quoi je parlais? Non. Le goût du risque. Le goût du risque et le fait de parler de choses personnelles sur scène. Et il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est la thématique du rêve et des rêves qu'on a quand on est enfant et quand on est adolescent. Et que parfois, par souci de vie, par professionnalisme, pour moult raisons, on décide d'abandonner ou de mettre de côté. Et donc il y a toute une partie du show qui est la partie la plus interactive du show, où j'invite les spectateurs à réfléchir à quelles étaient leurs passions et quels étaient leurs rêves. Et ça leur permet de revenir un petit peu en enfance, qu'est-ce qui les excitait, qu'est-ce qu'ils auraient voulu être,
à quel moment ils ont décidé de changer de parcours. Mais ça, vous les décodez instantanément, ces choses ou, vous pourriez le faire comme ça, comme un métronome, on met une pièce et puis ça démarre? Alors c'est pas, oui, un petit peu, mais il faut quand même un petit peu calibrer la personne. Hein. Par exemple, on pourrait essayer. Je sens la question d'avoir le serpent. Est-ce que vous avez, est-ce que dans votre enfance, vous aviez une animal, ça c'est mon côté anglais, un animal de compagnie ou un animal, ne me dites pas ce que c'est, mais un animal. Un. Ouais, d'accord. C'est un mâle. Oui, c'était un mâle. C'est un nom, on dit un pet en anglais, un pet, un animal de compagnie. Ouais, exactement. Cette personne a son nom. Cet animal a un petit nom, un nom. Okay. Est-ce que sur Facebook ou sur Instagram, etc., quelqu'un pourrait connaître, ou si on vous recherche sur les réseaux ou sur Google, on pourrait trouver ce nom? Je ne crois pas, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait fort. Bon, donc vous étiez jeune garçon, peut-être 8-9 ans Franchement, j'arriverais même pas à vous dire. Moi, je vous le dis. Mais merci de me rappeler un petit peu ce que j'ai fait dans ma vie. Et donc, cet animal de compagnie n'est plus ici maintenant, mais vous l'aviez à l'époque et il vous a accompagné pendant quelques années. Ouais. Okay. Est-ce que vous pensez au nombre de lettres dans le mot? Il faut que je les compte, là. Ah, il faut que vous comptiez. Si vous comptez avec les doigts, c'est sûr que ça va m'aider, donc ça m'arrange. Hein, non. Donc ça veut dire que, par exemple, là, c'est un signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de lettres. Parce que s'il y avait 4 lettres, vous ne seriez pas obligé de les compter. Non, effectivement. Donc c'est un nombre de lettres. Et je sens que c'est quelque chose qui est lié à quelque chose que vous aimiez aussi faire quand vous étiez petit ou pas Ouais, je sais pas. Mais... Non, pas du tout. Mais c'est pas quelque chose de classique. C'est-à-dire que je pense que vous seriez un animal, pas comme un chien, classique comme tout le monde, ou un chat, mais peut-être... un cochon d'Inde ou non, un lapin peut-être. Ouais, par exemple. Ouais. C'est un lapin. Oui, bien vu. Voilà, c'est un lapin. Bon, ça peut-être vous auriez pu me le dire. Ouais, et puis avec la pensée. Et peut-être que ça c'est peut-être le seul élément qui pourrait figurer. Mais parce qu'il y en a pas beaucoup. Mais maintenant, le nom, ça c'est sûr que non. Pensez au prénom et répétez-le. Vous le dites à haute voix dans votre tête, mais sans le dire. Ouais. Ok, je pense que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pensé à Pirouette. Exact. C'était Pirouette, c'était le nom de votre lapin. Très, très fort. Très fort. Comment vous faites? Les secrets, vous ne les partagez pas? En deuxième partie de soirée, dans l'émission qu'on va hoster à partir de 22h30, je révélerai tous les secrets de... Non, mais ça, c'est un truc quand même. Vous arrivez à percer les pensées des gens et puis on dit au public, il n'y a rien qui a été préparé. Enfin, je veux dire, de toute façon, ce serait complètement stupide de le faire. Oui, exactement. Et j'ai d'ailleurs même arrêté de dire ça sur scène parce que le fait de dire que rien n'a été préparé peut faire penser aux gens que... Mais ça n'a aucun sens parce que ce qui est important, là je le vois parce que vous êtes un peu ému, et dans les yeux, ça se voit, je ne sais pas si à la caméra ça se voit, parce qu'on repart dans un moment positif de votre vie. Quand vous étiez jeune, quand vous aviez ce lapin, voilà, et c'est ça qui est beau, en fait, c'est l'histoire qu'on raconte, et où est-ce qu'on décide. Quand les gens me disent, il y a des gens qui veulent savoir les trucs, d'autres, ils veulent être portés par l'histoire. Je pense que c'est plus intéressant aujourd'hui d'être porté par l'histoire parce que ça nous rattache à ce qui nous unit, c'est-à-dire l'émotion qu'on a à l'intérieur. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de rêver, de passer des bons moments. Moi, je n'ai aucun... la magie, si vous voulez, je le fais, c'est pour vous. J'ai aucune satisfaction personnelle à me dire « Waouh, c'est incroyable, aujourd'hui, j'ai réussi à trouver le nom de l'animal compagnie de Jérémy. Non, par contre, de vous faire vivre ce moment-là, c'est ça que j'essaye de faire, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu quand on me l'a fait, et c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier. Et en même temps, il y a plein d'autres disciplines, enfin, il y a ces guérisseurs, il y a ces gourous, etc. Voilà. Alors ça, après, c'est autre chose. Ça, c'est très différent, ouais. C'est autre chose. C'est comme le pickpocket, les gens ils disent « Ah oui, David est là, faites gaffe à vos montres ». Genre, ouais, ben non, je ne suis pas pickpocket, ou au moins, je les rends. Parce que c'est vrai que je le fais un petit peu, mais je les rends souvent. Vous avez dit, votre force, c'est l'illusion de lire dans les pensées, donc c'est... Forcément, il y a un truc, c'est que vous lisez pas... Non, je dis que le mentalisme, parce que en fait, les gens confondent le mentalisme et aussi le psychic reading, qui est la divination de l'avenir. Je pense juste que si on arrivait à deviner l'avenir, on ne serait jamais surpris qu'il y ait un ouragan, on ne serait jamais en retard, on n'oublierait jamais ses chaussures. Donc voilà, et ça se saurait. Tous les gens qui prédisent les numéros des lotos, moi, la question que je leur pose, c'est pourquoi ils ne prédisent pas avant que le loto ne sorte, tout simplement. Ouais. Parce que si j'arrivais à prédire les numéros des lotos, on ne serait peut-être pas là, on serait sur une île Bahamas en train de siroter un cocktail
De mangue. De mangue. De mangue. Ouais, de mangue. C'est pas mal, la mangue. La mangue, c'est bien. Ça donne un peu de soleil, parce qu'il ne fait pas très beau en ce moment. Mais la question, si on savait la vérité, on serait hyper déçu, non? Dans la vie, souvent, quand on connaît la vérité, on peut être déçu. Je pense que c'est bien de vivre d'avoir un petit peu de mystère, mais dans l'amitié, même en amour, c'est bien de ne pas tout raconter. Et donc, oui, en l'occurrence, moi, mon métier, il est basé sur le fait, il est basé sur la surprise. Donc, automatiquement, voilà, si on sait qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière la porte, on ne va pas être surpris. Donc, c'est un peu une réponse qui se répond à elle-même. C'est l'éloge du mensonge ou l'éloge du mystère, plutôt? Du mystère plutôt, parce que le mensonge, je me fous en fait du mensonge, parce que... On dit toute vérité n'est pas bonne à dire. On dit ça, mais un spectacle de magie, si vous venez me voir, vous savez que tout est faux. Moi, je prétends pas faire des choses qui sont vraies. Ouais. Par contre, ce que vous allez vivre, l'émotion que vous allez vivre, elle est vraie. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais finalement, je ne truque personne, parce que quand vous venez me voir, on fait un numéro sur scène. Même s'il y a un truc, on le sait, c'est pas comme si je disais que c'était la vérité ou que j'allais pouvoir véritablement l'éviter. Et je pense que c'est un des thèmes du spectacle dans Mosaïque, c'est que c'est encore plus fort, parce qu'on vient, et finalement c'est très honnête comme métier, parce que je dis, oui, moi je fais par exemple, là si je vous demande... Allez, c'est parti. Si je vous demande... là on va faire quelque chose un peu plus du domaine de la magie. Si... Je vous demande de penser... Vous avez toujours des trucs partout dans vos poches, en fait. Bah là, j'étais un petit peu préparé parce que je savais que j'allais venir. Mais est-ce que vous avez une carte préférée? Oui. C'est quoi cette carte? Si vous devez me dire la carte, vous pouvez la dire. Ça. On va pas la deviner. Quelque chose d'un peu flamboyant, comme ça, l'as de pique. Voilà. Bon, je le savais déjà, mais bon, maintenant, ça, c'est peut-être trop tard de dire l'as de pique. Bon, mais c'est pas ça qui est la clé du tour. Exactement, c'est pas la clé du tour. Je sais pas si on voit la clé. Oui, il est là. De pique. Ok. L'as de pique, et on va laisser un petit souvenir à Jérémy. Voilà, de l'as de pique. Donc ça, je vais vous demander de tenir. Vous pouvez me montrer à la caméra. Voilà. Et ça, c'est le souvenir qui est comme un reçu. Ouais. Un reçu de carte, finalement. Hein, j'avais même pensé à un bon jeu de mots. Hein. Et si on fait comme ça, je ne sais pas si à la caméra, on peut voir ici. On fait comme ça. Ah. Il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Alors, pourquoi je vous montre ça? Est-ce que vous avez vu à quel moment le morceau est parti? Non. Pourtant, quand je vous ai donné la carte, vous avez senti? C'est-à-dire? Regardez, donnez-moi la carte, gardez votre poing fermé. Ouais. Et maintenant, doucement, à l'intérieur de votre poing, ouvrez. Non, ça aurait été génial. Ce qui aurait été encore plus fort, c'est qu'en fait, il allait aller plus loin que votre main et le coin, il allait se glisser sous votre montre. Hein, regardez, je vous laisse vérifier. Mais vous m'avez piégé. Non, ouais. Ouais, bah oui. Ouais, c'est bien la... Ouais, c'est bien juste. Bon, écoutez, c'est très... Tonnerre d'applaudissements. Tonnerre d'applaudissements. 450 personnes qui applaudissent. Merci beaucoup. Thank you so much. Merci Genève. David Jarre, cet art fabuleux de la magie, c'est quelque chose qui... Merci de le dire parce que je partage cette passion. Et c'est vrai, je trouve que c'est un art fabuleux. Et puis je dis le mot art parce qu'il y a le mot artisan, il y a l'idée d'un maître ou deux maîtres au pluriel. Oui, est-ce que vous avez eu justement la chance de côtoyer des maîtres qui vous ont transmis? Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'en côtoyer plusieurs, notamment un qui m'a appris le métier de la manière avec laquelle je le fais maintenant, qui s'appelle Michael Wadini, qui est un magicien polonais qui vit en France depuis des années, et qui est un magicien extraordinaire, et qui m'a appris les bases de la magie, qui m'a offert un livre qui était comme une encyclopédie quand moi j'ai eu la vraie passion à 10 ans, mais vers 11-12 ans, il m'a offert ce livre. Et après, ma seule obsession, c'était de rentrer de l'école le soir, finir mes devoirs et me plonger dans ce livre qui m'a complètement fait voyager. C'est pour ça que je pense vraiment qu'il y a autre chose. On développe une technicité pour qu'on puisse l'oublier. Un petit peu comme un chanteur qui va s'entraîner à ses gammes, il chante jusqu'à un moment donné, ou quand on écoute Céline Dion, par exemple, c'est la quintessence du non-effort. Ou la calasse, vous voyez ce que je veux dire, on a l'impression que ça sort d'une facilité, avec une facilité. Oui, il y a un peu de talent inné quand même. Non, mais il y a le talent et il y a un travail énorme, comme une danseuse étoile ou un danseur étoile où on sent cette légèreté et en même temps, c'est énormément de travail derrière.
la question des secrets aussi, est-ce qu'on vous a transmis des secrets gardés jalousement par ses maîtres? C'est vrai qu'il y a toujours ça aujourd'hui, il y a de plus en... Presque tout est révélé sur les réseaux, donc c'est difficile de garder des choses secrètes. Et pour moi, le secret, il est important pour deux raisons. Déjà parce que ça crée un mystère et ça crée une attente, donc ça crée une envie. On dit aujourd'hui, par exemple, les jeunes, il faut qu'ils apprennent à s'ennuyer, par exemple. Parce qu'en fait, dans l'ennui, on devient créatif. Et c'est vrai que si on a tout de suite ou accès tout de suite à une émission, une image, tiens, je veux regarder ça, je veux faire ci, je veux faire ça, tiens, je veux acheter ça, et la récompense est immédiate, on ne développe pas cette envie d'avoir envie, comme dirait Johnny. Et je pense que c'est très important au niveau psychique, en fait, d'être dans ces moments où on anticipe, on attend, on a envie, on a l'espoir. Est-ce qu'elle va venir au rendez-vous? Je sais, vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, je pense qu'on a tendance à le lisser. Et c'est très important de garder. Donc ça, c'est la première raison pourquoi le secret est important. La deuxième, c'est sinon, j'aurais pas de métier. Ouais. Bah oui. Donc vous le gardez encore jalousement, votre secret, ou vos secrets, j'imagine qu'il y en a plusieurs. On le garde, mais en même temps, je pense, vous savez quoi, en fait, il y a eu des époques où tous les secrets ont été révélés à la télé et tout. Il y a deux choses. Déjà, la plupart des gens s'en foutent. Ceux qui veulent vraiment savoir, je les encourage à y aller, parce que peut-être ça va créer des jeunes magiciens et qu'ils vont être la prochaine relève. Et sinon aussi, je pense que les gens, au final, je me souviens à l'époque, quand David Copperfield était genre au sommet de sa gloire, il y avait une émission qui était sortie qui expliquait tous ses secrets. Et pourtant, tous les soirs, il était au théâtre et il impressionnait des milliers de gens qui peut-être avaient vu l'émission, mais ça n'empêchait pas qu'ils y soient et qu'ils rêvent et qu'ils passent un bon moment en famille. Vous avez impressionné beaucoup de monde. Je crois savoir que vous avez été magicien auprès de la famille royale britannique. C'est pas, vous avez fait des tours pour la reine Elisabeth? Oui, tout à fait. J'ai un très bon ami qui s'appelle Étienne Pradier, qui est un Français qui habite en Angleterre et qui a fait beaucoup de soirées pour la famille et le staff. Vous faisiez quoi comme tour à la reine? Alors moi, je n'ai pas rencontré la reine, et un jour, donc, cet ami magicien m'a invité pour performer pour la famille royale au St. James Palace. Donc c'était un honneur aussi pour moi, parce que comme je suis moitié anglais, il y avait une vraie... c'est quand même quelque chose, c'est une partie de l'histoire. Quand on regarde Sissi l'impératrice ou Louis XIV, machin, à un moment donné, il y aura eu la famille royale anglaise. Donc moi, j'ai rencontré le prince Charles, avant qu'il devienne roi, et puis les enfants, William et Harry, avant qu'il n'accède au trône. Avant qu'il accède au trône, et toutes les histoires qui s'en sont suivies de famille. Mais c'est bien, j'adore la famille royale. Et vous, votre famille aussi, un peu fun, quoi. Grande famille, hein, David Jarre, déjà votre grand-père, Maurice Jarre, on le voit, grand compositeur, Laurence d'Arabie notamment, pour les morceaux les plus connus. Jean-Michel Jarre aussi, avec qui vous gardez une très belle complicité. Et votre maman, Charlotte Rampling. Waouh, c'est une famille quand même d'artistes, ça peut être pesant, ça peut être écrasant. Et puis vous êtes artiste, vous produisez sur scène, et puis vous gardez ce nom de famille, ce nom de famille Jarre. Ouais, ça montre que vous n'avez pas de problème, en fait, avec vos racines. Vous n'êtes pas en train de vous cacher en disant « Ah non, mais on va me reprocher d'être le fils d'eux, etc. » Non, après, je pense que passer 40 ans, si on a encore des problèmes, c'est qu'il faut vraiment se remettre au travail très fort. Je pense que c'était un terreau artistique et familial et très fort quand j'étais petit. Et c'est sans doute pour ça aussi que j'ai voulu peut-être... me développer dans ce côté artistique, magique, parce que c'est vrai qu'à la fois mon père, à travers la musique et les concerts, et ma mère, à travers le cinéma, ce sont des domaines qui font rêver, en fait, qui sont... Voilà, il y a le travail d'artisan derrière, mais qui, au final, présente une image, un canevas, j'ai envie de dire, assez artistique, qui fait rêver. Donc je pense que ça a dû avoir une influence, c'est sûr. Artiste, mais en même temps très bosseur. Hein. On sent chez vous très minutieux, très précis, tout doit être préparé. Moi, j'ai toujours eu envie. En fait, j'ai toujours été obsédé depuis que je suis petit par le process des choses. Le process, c'est-à-dire la manière dont les choses sont fabriquées. Quand j'ai commencé la musique, j'adorais l'idée de faire des gammes et de répéter. Je me souviens, j'avais appris à faire des biscuits quand j'avais 6-7 ans ou quelque chose comme ça. Mais je voulais savoir... En fait... J'avais la fascination de ce côté un peu pugnace de « j'aime l'exercice qui crée la fonction ».
Donc en fait, la magie, c'était génial. Quand j'ai commencé la guitare aussi, c'était pareil. J'adorais déconstruire les gammes, etc. pour arriver à un résultat de sans effort dont on parlait. Je ne sais pas d'où ça me vient, ça. Peut-être de ma grand-mère, qui était une résistante, la mère de mon père, avec qui j'étais très proche aussi. Et qui vraiment, elle était dans la couture, qui créait de la dentelle, etc. Tout ça, et vraiment qui a connu les heures à la fois de la guerre et du travail dur pendant cette Deuxième Guerre mondiale. Il nous reste 1 minute, est-ce qu'on peut... 1 minute, c'est passé tellement vite. Est-ce qu'on peut être surpris encore dans cette dernière minute? Alors en 1 minute, oui, en 1 minute, qu'est-ce qu'on va faire en 1 minute? On va faire très vite. Très vite, on a fait les cartes, ouais, je sais pas, en 1 minute. Non, en 1 minute, on n'a pas le temps. Non, il faudra venir vendredi. Vendredi, donc 7 novembre, au BFM. David et là, ce ne sera pas 1 minute, ce sera pendant 1h20. Non, c'est bon, il va bien, le micro va bien. Il va bien. Merci infiniment, David, d'avoir été Merci de m'avoir offert cette plateforme. Votre parole est rare. Écoutez, je ne sais pas si elle est rare, mais en tout cas, vous m'avez permis de l'exprimer. Merci infiniment. Merci.